maintenant le coin lecture, mais je ne peux pas prendre les lunettes de Laurence puisque c'est elle qui les a. Et nous allons vous parler du livre de Jérôme Bachet, Défaire la tyrannie du présent, temporalité émergente et futur inédit, paru donc aux éditions La Découverte. Oui, alors vous savez que dans le coin lecture, on a un peu l'habitude de choisir des ouvrages qui nous font réfléchir à l'histoire et au métier d'historien. Donc on avait déjà parlé du récit, on a parlé des sources, on a parlé des éventuelles polémiques, des usages de l'histoire, etc. Et là aujourd'hui, c'est un nouveau terrain qui nous a semblé particulièrement passionnant, qui est celui en fait de notre matière première, c'est-à-dire la question du temps. L'une de nos figures tutélaires, Marc Bloch, un très célèbre historien, avait l'habitude de dire que l'histoire, c'est la science des hommes, alors nous on ajouterait et des femmes, dans le temps. C'est une manière de dire en fait que le travail de l'historien, l'une de ses missions, c'est de restituer le rapport au temps des gens, des acteurs sur lesquels il travaille. À titre d'exemple, le rapport au temps au Moyen-Âge n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Au Moyen-Âge, le temps c'est très cyclique, on le mesure avec les saisons qui reviennent, avec la cloche qui retentit, et puis surtout le temps au Moyen-Âge il a une fin, c'est le jugement dernier. Voilà. Donc cette question de savoir quel rapport on entretient au temps, c'est une question qui est absolument fondamentale, et c'est une question d'ailleurs que se pose le petit lapin d'Alice. Je suis en retard. Qui fête les non-anniversaires, c'est-à-dire qui est jamais dans le présent. Eh bien, c'est une question qui intéresse Jérôme Bachet. Alors, Jérôme Bachet, c'est l'un de nos historiens chouchous. Ouais. Avouez-le, quelques mots sur cet historien. D'abord, Jérôme Bachet, c'est un médiéviste. On parlait justement de l'histoire médiévale tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a fait ses armes en histoire médiévale et qui, justement, a travaillé sur la représentation du jugement dernier. Et puis en 97, il est parti enseigner au Mexique, dans la région du Chiapas. Et là, il a découvert, enfin il la connaissait sans doute avant, mais il a découvert la fameuse révolution zapatiste. Donc tu peux nous dire quelques mots, Mathilde? Oui, alors la révolution zapatiste, on peut partir par exemple de leur slogan « Changer le monde sans prendre le pouvoir ». C'est un des slogans qu'ils utilisent. Et changer le monde, on est bien dans une révolution, mais sans prendre le pouvoir. Donc ce n'est pas une révolution avec prise du palais d'hiver, un peu comme 68 d'une certaine façon dont on parlait tout à l'heure. C'est à ce jour la plus longue et la plus importante expérience d'autogouvernement collectif de notre histoire contemporaine. Donc elle a commencé en 1994, du moins dans sa phase armée, dans le sud-est du Mexique, dans le Chiapas, pour protester contre les accords de libre-échange, alors signés, les accords de l'ALENA, qui avaient pour conséquence de contraindre les indigènes du Chiapas à abandonner leurs activités agricoles pour rentrer dans le jeu de la concurrence. Et ceux qui se sont autodésignés zapatistes, évidemment ils reprennent le nom du révolutionnaire mexicain Emilio Zapata, ont donc pris les armes le jour de l'entrée en vigueur de l'ALENA, déclarant la guerre au gouvernement. Alors pour une petite anecdote personnelle, moi j'étais allée au Chiapas en 92, donc 2 ans avant, et justement à San Cristobal de las Casas, et il y avait partout sur les murs des affiches qui m'avaient vraiment tapé dans l'œil, parce qu'elles étaient d'essence révolutionnaire, parce qu'elles mobilisaient l'histoire. Je les avais prises en photo, et donc je vais vous les montrer. Des photos de vacances. Des photos de vacances. Non mais en fait, voilà, on voit, c'est des photos où on a la référence très claire à Zapata. Là, c'est une référence au traité de l'ALENA. On a là Zapata, Pancho Villa, tous les révolutionnaires. Donc, sur les murs, il y en avait vraiment partout. C'était extrêmement marquant et je m'étais dit, il se passe un truc. Voilà, et de fait. Bon, les zapatistes, vous les connaissez, leur porte-parole c'est le sous-commandant Marcos, donc on ne connaît pas le visage, qui est resté anonyme, et ils ont mis en place un système extrêmement intéressant, fondé donc sur l'autonomie, ce qui ne veut pas dire le repli, et ils ont réussi à contraindre le gouvernement à négocier. C'est un système qui repose sur l'expérimentation permanente, sociale, économique, scolaire, démocratique, etc. Et c'est ce laboratoire qu'observe Bachet. Voilà, vous allez nous dire, oui, quel est le rapport entre l'histoire médiévale, quel est le rapport avec le Chiapas, voilà. Pourquoi est-ce que tout à coup on vient de passer 2 minutes sur l'histoire du Chiapas? Eh bien parce que, en fait, depuis qu'il a découvert cette histoire-là, ça nourrit sa réflexion sur l'histoire, sur le temps, sur le capitalisme, sur tout ce qui sera possible dans la période du post-capitalisme. Il a d'ailleurs consacré un livre, on va voir la couverture là, à cette question de l'adieu au capitalisme, donc qu'est-ce qui sera possible après le capitalisme. Et puis, il y a cette question du temps.
Parce que ça vous a sans doute pas échappé que, et toi et moi aussi d'ailleurs, on est, nous, aujourd'hui en Occident, ou en tout cas en France, ou en Occident, on est en prise avec un rapport au temps qui est un petit peu particulier, que Jérôme Bachet nous décrit. Alors, grosso modo, il y a 3 axes. Le premier axe, c'est le no futur. C'est-à-dire, de toute façon, on en a fini avec l'axe du progrès du 19e siècle, la modernité, on va vers du toujours mieux, etc. C'est pas d'avenir. Le deuxième axe qui est lui un petit peu lié, c'est le fameux TINA, There is no alternative. Donc voilà, cette idée que de toute façon, il n'y a pas d'autre alternative que le néolibéralisme et que le capitalisme triomphant. Donc ça ne sert à rien d'essayer d'inventer un autre modèle politique. Le Chiapas, c'est rien du tout. Donc ça ne sert à rien d'essayer d'inventer autre chose parce qu'on est en prise avec ça. Le troisième axe, c'est ce que Hartog, un autre historien, appelle le présentisme. Alors le présentisme, ce serait l'idée de dire qu'on est tous totalement en prise avec le présent, on est enfermé dans le présent, et même notre rapport à l'histoire, c'est un rapport qui est soit mémoriel, donc on va commémorer, soit patrimonial, c'est-à-dire qu'en gros, on fige le passé dans quelque chose qui est de la matière morte, d'une certaine manière. Et Bachet dit que cette expérience du Chiapas peut nous aider à réinventer une forme de futur. En fait, se tourner vers le passé, comme disaient les étudiants, c'est très lié à ce qu'on disait sur mai 68 tout à l'heure, le futur a commencé. Donc se tourner vers le passé pour réinventer une forme de futur. Et ça, évidemment, cette idée d'avoir la mémoire comme une forme de combustible, c'est quelque chose qui nous parle énormément. Ah mais complètement. Évidemment que ça nous parle, parce que ça montre que ce qu'il faut faire, c'est l'histoire des luttes et des rêves, pour reprendre le titre de Michel Zancarini-Fournel. C'est-à-dire qu'en faisant une histoire des oppressions et des dominations, on donne l'envie de lutter. En faisant l'histoire des luttes, on fait l'histoire des dignités retrouvées. Donc en fait, nécessairement, ça réactive. Et moi, de fait, je me souviens quand il y a eu les révolutions arabes, un certain nombre d'historiens, notamment Prochasson, avaient dit que c'était les révolutions du présentisme pour les enfermer, en fait, disant qu'il n'y avait pas de futur pour ces révolutions. Et moi, mon réflexe avait été, avec une poignée d'historiens, de faire un livre sur l'histoire de toutes les révolutions depuis le XVIIe siècle, c'est-à-dire aller chercher le passé pour réouvrir le futur. Voilà, le présentisme, ça neutralise, ça fige les choses. D'ailleurs, Ludivine, qui était avec nous tout à l'heure, a aussi des passages dans son livre qui sont passionnants là-dessus, où elle dit que non, elle n'enfermera pas mai 68 dans la logique du présentisme. Il y a une très belle citation de la part des insurgés du Chiapas qui dit « Nous sommes et nous ne sommes pas les mêmes. Nous sommes l'histoire têtue qui se répète pour ne plus se répéter. » Donc, aller puiser dans le passé, aller d'une certaine manière chercher dans la mémoire quelque chose qui fasse sortir de soi, c'est tout ce que décrit Jérôme Bachet dans sa réflexion sur le temps. C'est une manière de dire qu'il y a dans ce laboratoire dont tu parlais, dans ce laboratoire politique et philosophique, il y a des rapports au temps qui peuvent nous apprendre à sortir un petit peu de cette logique de pétrification qui fait aussi qu'on a du mal à se réinventer un avenir politique un petit peu plus enchanteur. Alors lui nous donne quelques pistes, on vous le conseille, quelques pistes pour se défaire de la tyrannie du présent. C'est Jérôme Bachet à la découverte. Et c'est donc très stimulant et on a vraiment beaucoup aimé toutes les deux. Donc voilà, c'est la fin de cette émission des Détricoteuses. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission. Au revoir.